Il y a 8 mois, Estella Crane commandait des soldats au combat. Aujourd'hui, elle transportait du thé dans le palais comme une servante. Sa robe grise lui garantissait de passer inaperçue. Sauf qu'aujourd'hui, quelqu'un l'avait remarqué. La salle de réception était pleine. Le roi Alpha avait convoqué une assemblée de nobles en visite venus des territoires du Nord. 3 commandants de meute dont Estella reconnaissait les noms pour avoir combattu à leur côté lors des campagnes hivernales il y a moins de 2 ans. La salle sentait la cire de bougie et la pierre froide, remplie de nobles, prétendant que leur importance comptait. Le commandant Faki l'aperçut le premier, avec ses cheveux argentés et son large visage buriné d'un homme qui avait passé plus de temps dehors qu'à l'intérieur. Il avait commandé la patrouille de l'Est pendant 11 ans. Il avait personnellement recruté Estella pour la campagne hivernale à l'âge de 22 ans, après l'avoir vu désarmer 3 de ses meilleurs hommes lors d'un combat d'entraînement. Puis s'était excusé avec un tel naturel qu'il avait ri pour la première fois depuis des mois. Il s'interrompit au milieu de sa phrase. Elle vit la reconnaissance se dessiner progressivement sur son visage. Sa taille, sa posture, ses yeux ambrés, puis la confusion, puis quelque chose qui traversa son expression comme une ombre sur une eau calme. Sa voix, qui portait facilement à travers le trou, s'arrêta complètement. Les hommes autour de lui suivirent son regard. Le commandant Rice, qui avait dit à Estella qu'elle était le meilleur esprit tactique qu'il ait rencontré en 20 ans de service, resta immobile. Le lieutenant Farron, qui avait été son ombre dans le terrain d'entraînement pendant toute une saison, fit quelque chose de compliqué avec son visage, puis prit soigneusement un air impassible. Le silence se propagea comme une pierre jetée dans une eau calme. Estella continua à marcher. Elle ne ralentit pas le pas, elle ne changea pas d'expression. Elle porta son plateau d'argent à travers le hall d'accueil avec la même précision tranquille qu'elle avait toujours eue, et elle ne regarda aucun d'entre eux directement. C'était de la pitié qu'elle s'accordait dans ces moments-là. Ne regarde pas, ne mesure pas la pitié, le choc ou la colère impuissante. Ne leur donne aucune surface sur laquelle se poser. Elle avait presque terminé. Puis le commandant Faki prononça son nom doucement, de la manière dont un homme dit quelque chose dont il a besoin de confirmer la réalité. Estella. Elle s'arrêta. Elle se retourna. Le plateau resta parfaitement à l'horizontale. Il la regardait comme on regarde des ruines, une cicatrice là où la peau était autrefois lisse. Les hommes à côté de lui étaient devenus très silencieux et aucun d'entre eux ne savait où poser son regard. « Commandant, dit-elle. » Sa voix était calme. Elle s'était entraînée à cela. « Je ne savais pas que vous étiez, dit-il en désignant le plateau, la robe, toute l'architecture de ce qu'était devenu sa vie. La reine veut son thé, dit simplement Estella. Le silence qui suivit fut le plus assourdissant qu'elle ait jamais connu. Elle pouvait le sentir peser sur elle de toutes parts, le poids des regards, la rage impuissante qui émanait de Faki par vagues, la rage d'un homme qui comprenait exactement ce qu'il voyait et n'avait aucun moyen d'y remédier. Depuis la table surélevée de l'autre côté de la salle, elle sentait une attention différente. Alpha King Josh l'observait, sombre et immobile, avec cette concentration qu'il avait récemment développée, cette qualité particulière d'attention qu'elle avait appris à reconnaître et dont elle ne savait pas encore quoi faire. À côté de lui, la reine observait également. Le visage de Monique était calme et agréable, et délibérément dépourvu de toute expression reconnaissable. Estella se retourna vers le couloir. Elle continua à marcher. Elle ne renversa pas une seule goutte. Plus tard, dans la petite pièce en pierre qui lui servait de chambre à l'étage des domestiques, elle s'assit sur le bord de son lit étroit, posa ses paumes à plat sur ses cuisses et respira. Dans la cour d'entraînement sous sa fenêtre, la séance du soir commençait. Le claquement des épées d'entraînement en bois, les instructions criées, le rythme des corps en mouvement, travaillant, devenant quelque chose. Elle avait passé 5 ans de sa vie dans cette cour. Elle en connaissait chaque pierre. Elle appuya plus fort ses paumes contre ses cuisses. Elle ne pleurait pas. Elle n'avait pas pleuré depuis 8 mois. Elle n'allait pas commencer maintenant, dans cette petite pièce grise, à cause du visage du commandant Faki. Mais elle resta assise là pendant longtemps. Pour comprendre comment Estella Crane était arrivée ici, il fallait remonter le temps jusqu'à une maison située dans les collines à l'extérieur de la ville. De vieilles pierres, du bon bois. Le domaine de la famille Crane, 2 filles, et le silence entre elles, qui avait commencé avant qu'elle ne soit en âge de le nommer. Estella avait 3 ans de plus, née à la fin de l'automne, disait sa mère, pendant une tempête bruyante et très gênante pour toutes les personnes présentes. Elle s'était comportée de la même manière depuis lors. Elle rentrait à la maison couverte de boue sans s'excuser,
ramassait des animaux blessés, avait un jour cassé le nez d'un garçon qui avait dit quelque chose de méchant à un enfant plus petit et n'avait éprouvé aucun remords lorsque sa mère l'avait fait asseoir pour lui parler de son comportement. Il n'aurait pas dû dire ça, avait-elle répondu à sa mère avec la certitude d'une enfant de 8 ans qui n'avait pas encore appris à être gênée par ses propres convictions. Sa mère l'avait regardé longuement, puis avait détourné les yeux. Estella avait compris, de cette manière silencieuse dont les enfants comprennent les choses les plus importantes, qu'elle n'obtiendrait pas ce dont elle avait besoin de ce côté-là. Elle avait cessé de chercher. Son père était un seigneur à l'ancienne, soucieux de son nom et de son héritage, et de la mathématique sociale précise de qui devait quoi à qui. Ce n'était pas un homme cruel, mais quelque chose de plus dur. Un homme aux attentes fixes, et Estella n'était tout simplement pas ce qu'il avait attendu. Monique, arrivé 3 ans plus tard dans la douceur du début du printemps, était exactement ce qu'il avait attendu. Belle enfant, belle jeune femme, dotée d'une intelligence qu'elle avait appris très tôt à utiliser avec légèreté. Le genre de fille qui donnait aux adultes l'impression d'être intelligent parce qu'ils l'aimaient. Elle s'asseyait correctement à la table. Elle apprenait à jouer de la harpe sans qu'on le lui demande. Elle assistait aux réunions sociales qu'Estella évitait et rentrait à la maison en sachant des choses importantes, car elle savait écouter. Leurs parents l'adoraient. C'était simplement un fait, comme la météo. Estella s'en était accommodée à l'âge de 12 ans, la même année où elle avait pris une épée pour la première fois. Elle l'avait empruntée au magasin d'armes du domaine, une lame courte et simple qu'un garde à la retraite avait laissée sur un crochet. Elle l'avait emportée dans une chambre éloignée un mardi après-midi et avait passé 3 heures à s'initier à quelque chose dont elle ne connaissait pas encore le nom. Le garde qui l'avait trouvée, le vieux Parn, l'avait observé en silence pendant un moment. Puis il s'est approché et a corrigé sa prise et sa posture. Il est revenu le jeudi, le samedi, puis chaque semaine pendant 2 ans, sans qu'on le lui demande et sans en parler à personne. Estella l'aimait pour cela. Elle ne le lui a jamais dit. Elle se contentait de se présenter. À 15 ans, elle était meilleure que 3 des gardes du domaine. À 17 ans, elle a été discrètement recommandée au corps d'entraînement régional. À 19 ans, elle était la seule femme, ce qui suscita beaucoup de commentaires et un silence déterminé de sa part, mais qui devint moins remarquable au fil des semaines, car il devint indéniable qu'elle était très douée. Pas seulement douée, mais douée au point d'améliorer les performances de ceux qui l'entouraient, car ils essayaient de se mesurer à quelque chose qu'ils voyaient clairement devant eux. Ses parents n'assistèrent pas à sa première remise de médaille. Elle ne s'y attendait pas. Monique était là, cependant, seule, sans ses parents, vêtue d'une robe verte, les yeux ambrés grands ouverts, et quelque chose dans son expression fit rougir Estella de la rare chaleur d'être reconnue pour ce qu'elle était exactement, qu'elle n'avait pas regardé d'assez près. Elle comprit plus tard, de la même manière que l'on ne comprend le temps qu'il fait que lorsqu'on est déjà trempé, ce n'était pas de la fierté qu'il y avait sur le visage de sa sœur. Monique n'a jamais dit ouvertement qu'elle en voulait à sa sœur. Elle était trop prudente pour cela. Ce qu'elle ressentait était plus subtil, une sorte de conscience ambiante qui s'exprimait de manière subtile et précise. Une remarque pendant le dîner sur le fait qu'il était peu conventionnel pour une dame de leur rang de passer autant de temps dans les terrains d'entraînement. Un murmure compatissant sur la difficulté de devoir toujours faire ses preuves. L'aisance avec laquelle elle attirait à elle la chaleur de la pièce était si naturelle, si constante, qu'il fallait l'observer de près pour se rendre compte qu'elle était intentionnelle. Estella avait passé la majeure partie de sa vie adulte loin de la maison familiale. Cela convenait à tout le monde. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'était que l'influence de Monique s'étendrait au-delà de la maison. Alpha King Josh arriva en ville pour une visite diplomatique lorsque Estella avait 27 ans. Elle était officier de patrouille Seyeur chargée de l'escorte, un honneur que son commandant lui avait spécifiquement demandé. Elle se tenait à la tête de l'escorte, vêtue de vert foncé et arborant son insigne de grade argenté, et à ce moment-là, elle était complètement et visiblement elle-même. Josh l'avait regardée en passant. Elle avait remarqué cette pose, ce changement subtil, et l'avait classée parmi les choses qui ne la concernaient pas. Elle avait continué à faire son travail. Ce soir-là, Monique lui avait été présentée lors de la réception officielle et il s'était avéré que la cour avait duré 3 mois. Estella passa la majeure partie de cette période en patrouille dans les territoires du Nord, son rotation ayant été discrètement ajustée. Elle comprit plus tard que c'était pour l'éloigner du palais, tandis que Monique et Josh occupaient les mêmes chambres. Elle ne le savait pas à l'époque, elle avait simplement fait son travail. L'invitation au mariage lui parvint dans le Nord,
Elle repassa elle-même son uniforme et astiqua ses boutons dans une pièce empruntée à la caserne de la patrouille. Car que faire d'autre lorsque votre petite sœur devient reine? Elle se tenait au troisième rang de la salle de cérémonie et regardait Monique recevoir la couronne avec la grâce de quelqu'un qui avait répété cela toute sa vie. Et malgré tout, malgré la géographie compliquée de leur histoire, quelque chose de réel la traversa à cette vue. Elle était heureuse pour elle. C'était vrai. Elle ne savait pas que ce serait la dernière chose simple entre elles. Les changements se succédèrent rapidement, ce qu'elle comprit plus tard être voulu. Les choses qui se succèdent rapidement sont plus difficiles à identifier comme un schéma avant qu'elles ne soient terminées. Tout d'abord, sa suite d'invités fut soudainement réquisitionnée pour accueillir des dignitaires. Elle fut transférée à l'étage des domestiques, petits mais propres. Elle ne dit rien, puis son épée fut récupérée avec des excuses bien rodées, les armes personnelles n'étant pas autorisées dans les quartiers résidentiels, conformément à la politique du palais. Elle se tenait à l'entrée de sa chambre et regardait son épée être emportée et sentit quelque chose de froid s'installer dans sa poitrine. Puis Monique la convoqua. La salle de réception de la reine sentait le jasmin et les bougies à la cire d'abeille. Monique était assise à son bureau, vêtue de soie couleur d'après-midi, les cheveux détachés, ressemblant à une femme qui n'avait pas réfléchi attentivement à ce moment. « J'ai réfléchi, dit-elle, sans vraiment croiser le regard d'Estella. J'aimerais vraiment que tu sois près de moi. Tu es ma sœur, Stella. Je veux que tu sois à mes côtés. Je suis déjà au palais, répondit Estella. Oui, mais Monique se retourna et là, c'était évident. Cette expression particulière de son visage qui avait toujours donné à Estella l'impression qu'elle était déraisonnable d'avoir une réaction. Je veux dire près de moi. En tant que servante personnelle, j'ai besoin de quelqu'un en qui j'ai une confiance absolue. Le mot servante ne fut jamais prononcé. Le sens était on ne peut plus clair. Estella se tenait dans cette pièce parfumée au jasmin et ressentait le poids terrible de comprendre pleinement quelque chose et de n'avoir aucun recours. Elle pensa à dire non. Elle évalua la distance entre ce mot et ce qu'il lui en coûterait. Elle comprit que Monique l'avait déjà évalué, elle aussi. Bien sûr, dit Estella, d'une voix calme, elle en était secrètement reconnaissante. Goldman la trouva sur le mur au-dessus du terrain d'entraînement et lors de sa 3e nuit d'insomnie, alors que le silence de sa petite chambre commençait à peser sur elle comme un poids. Il avait 2 ans de moins qu'elle, des épaules larges et une tranquillité qui ne venait pas du contrôle, mais de l'aisance. Il se hissa sans cérémonie, s'assit à 1 mètre d'elle, regarda la ville et resta silencieux pendant un moment. « J'ai vu ce qui s'est passé dans le couloir et aujourd'hui, dit-il, lorsqu'elle vous a fait présenter vos excuses à la femme du Seigneur en visite pour vous être mal tenue. » Estella ne dit rien. Personne dans ce couloir ne pensait que c'était votre faute. Et peu importe ce qu'il pense. Ce qui compte, c'est ce que je pense. Il devint franc, direct, sans pitié, sans arrière-pensée. Vous êtes la meilleure guerrière de ce palais. Que vous fait-on ici, Goldman? Calme, ferme. Ne fais pas ça. Il s'est arrêté. La ville respirait sous leurs pieds. Je sais, a-t-elle dit. Je sais ce que c'est, a-t-il acquiescé, en regardant la ville. Je serai là demain soir. Si tu veux de la compagnie, il est revenu le lendemain soir. Et le soir suivant. Il parlait quand elle voulait parler et lui posait des questions sur les campagnes dans le nord, le col étroit, ce qu'elle aurait fait différemment dans le conflit frontalier à l'est. Il posait des questions comme si les réponses avaient de l'importance, comme si elle avait de l'importance. Elle ne s'interrogeait pas sur ce que cela signifiait. Il y avait des choses qu'elle ne pouvait pas se permettre, et Goldman était en tête de cette liste. Mais elle dormait mieux les nuits où ils s'asseyaient ensemble sur le mur. 3 semaines après s'être tenu dans la salle de réception, le visage dévasté du commandant Faki gravé dans sa mémoire, Monique l'appela dans la salle du trône. Pas la salle de réception, la salle du trône, avec son haut plafond, solennel, construite pour rappeler à tous ceux qui y entraient où se trouvait exactement le pouvoir. Le conseil était présent. Le commandant Faki se tenait sur le côté, la mâchoire serrée, les yeux fixés sur le mur du fond. Monique était assise sur son trône recouvert de soie bleu foncé, la couronne bien droite sur la tête, l'expression chaleureuse et parfaitement maîtrisée. Josh était assis à côté d'elle. Il observait Estella avec cette attention particulière qu'elle essayait de ne pas remarquer. « Approchez, Estella », dit Monique d'un ton aimable. Elle traversa le sol en marbre dans sa robe grise, s'arrêta à la bonne distance et attendit. « Le conseil a examiné la conduite du personnel », commença Monique, « en particulier la conduite du personnel du palais lors des assemblées officielles.
Il a été remarqué qu'à plusieurs reprises, vous avez été vu en train de converser avec des guerriers et des officiers de patrouille lors d'événements où votre rôle exigeait que vous restiez discrète. La pièce était très calme. Estella sentait tous les regards posés sur elle. Elle sentait l'immobilité de Faki, l'immobilité terrible d'un homme qui s'empêchait de parler. Elle sentit Josh la regarder avec quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Elle pensa aux campagnes hivernales, au passage étroit, aux 5 années de travail sur le terrain, et à l'insigne de grade argenté qu'elle avait gagné et regardé, emporté avec son épée. « Vous avez raison, dit-elle. Cela ne se reproduira plus. » Elle garda les yeux fixés au loin. Elle garda une voix calme. Elle ne laissa rien transparaître. Monique sourit. La chaleur de son sourire était parfaite. « Merveilleux, dit-elle. Vous pouvez disposer. » Estella fit une révérence. Elle se retourna. Elle parcourut toute la longueur du sol en marbre dans sa robe grise, les pas silencieux, et elle sentit le poids de la pièce peser sur son dos tout au long du chemin. Elle ne regarda pas le commandant Faki. Elle ne regarda pas Josh. Elle ne regarda pas sa sœur. Elle poussa les grandes portes, entra dans le couloir et les laissa se refermer derrière elle. Elle se tenait seule dans le couloir en pierre, pressa le dos de sa main contre sa bouche, respira par le nez et attendit que la chose derrière son sternum cesse d'essayer de devenir quelque chose qu'elle ne permettrait pas. Cela prit plus de temps que d'habitude. Elle était toujours là quand elle entendit la porte latérale s'ouvrir derrière elle. Une seule paire de pas, sans hâte, délibérée. Elle se redressa, baissa la main et se retourna. Josh se tenait seul dans le couloir, sans garde, sans serviteur. Il la regardait de ses yeux sombres, derrière lesquels elle reconnaissait maintenant, avec une froide et absolue clarté, quelque chose. « Tu ne méritais pas ça, dit-il. » Sa voix était baigne, presque douce. Elle le regarda longuement. Le roi qui avait épousé sa sœur, l'homme qui l'avait regardé traverser la salle de réception dans sa robe grise sans rien dire, sans rien faire, tandis que le cœur de son commandant se brisait silencieusement dans un coin. « Monseigneur, dit-elle d'un ton aussi plat et définitif qu'une porte fermée. Elle se retourna et s'éloigna. Elle sentit son regard la suivre jusqu'à ce qu'elle ait tourné au coin, et elle comprit avec la certitude d'un guerrier qui vient d'identifier une nouvelle menace que ce n'était pas fini, que ce n'était en fait que le début. Il commença par de petites choses. C'est ainsi qu'Estella comprit qu'il était dangereux. Les hommes qui commençaient par de grands gestes étaient ingérables. Leurs intentions visibles, leur avidité évidente, leur fierté, le levier sur lequel on appuyait pour y mettre fin. Mais Josh commençait par de petites choses, et les petites choses étaient plus difficiles à nommer, plus difficiles à refuser sans passer pour une femme qui inventait un affront à partir de rien. Une semaine après l'incident dans le couloir, elle arriva dans la cuisine pour récupérer le plateau du petit déjeuner de Monique et le trouva déjà préparé, non pas par le personnel de cuisine comme prévu. Quelqu'un s'était assuré que la partie la plus pénible de sa matinée était déjà faite avant qu'elle n'arrive. Il n'y avait ni mot, ni indication. La cuisinière qui le lui tendit regardait le sol. Estella emporta le plateau à l'étage sans dire un mot. La semaine suivante, elle traversait la cour est, les bras chargés de la correspondance de la reine, lorsqu'il se mit à pleuvoir. Une pluie forte et soudaine, comme les pluies d'automne qui s'abattent sur Artoria, sans prévenir et sans s'excuser. Elle n'avait ni capuche, ni couverture, nulle part où aller sans abîmer les lettres. Une cape apparut autour de ses épaules. Elle se retourna. Un serviteur du palais, jeune, attentionné, déjà en train de s'éloigner, lui dit seulement que c'était un cadeau du roi, puis il disparut avant qu'elle ait pu le lui rendre. Elle resta un moment sous la pluie, la cape chaude et lourde, qui sentait légèrement le cèdre. Elle serra la correspondance de la reine contre sa poitrine. Puis elle ôta la cape, la plia soigneusement sur son bras, termina sa course et la laissa plier sur une chaise à l'extérieur du bureau du roi, sans laisser de mots. Ce n'était pas nécessaire. Le lendemain matin, elle trouva une épée, pas celle qu'elle avait récupérée 8 mois auparavant, celle qui avait été son arme de prédilection pendant 5 ans de travail sur le terrain. C'était une lame différente, plus récente, plus fine si possible. Elle était posée en travers de son lit étroit lorsqu'elle revint dans sa chambre, enveloppée dans un tissu sombre, avec une petite carte en dessous, sur laquelle figuraient seulement 4 mots écrits d'une main qu'elle reconnaissait désormais. « Tu devrais avoir ça. » Elle regarda longuement l'épée. C'était une belle pièce. Elle était bien équilibrée. Elle pouvait le deviner rien qu'à ses proportions, à la répartition du poids. Elle avait appris à lire comme d'autres lisent les visages. Ses mains la réclamaient avec cette envie particulière d'un corps qui se souvient de ce pourquoi il a été conçu. Elle l'enveloppa à nouveau dans son tissu.
Elle l'apporta à l'armurerie et le confia à l'officier de service, lui disant qu'il avait été livré dans la mauvaise chambre. Il la regarda avec une expression qu'elle préféra ne pas interpréter et l'accepta sans poser de questions. Goldman apprit l'existence de l'épée le soir même. Il a laissé une épée dans ta chambre, dit-il depuis sa position habituelle sur le mur. La ville s'étendant sous leurs pieds et l'air automnal vif avec les premiers signes de l'hiver à venir. Il a laissé une épée dans une chambre, dit Estella. Je l'ai rendue. Goldman resta silencieux pendant un moment. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Quelques semaines, Estella. Je m'en suis occupé. Je sais que tu t'en es occupé, dit-il en se tournant vers elle. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Elle regarda la ville. Une cloche lointaine sonna à la 2e heure. Il cherche une faiblesse, dit-elle finalement. Quelque chose que je désire suffisamment pour l'échanger. Et il n'en a pas trouvé, fit-elle après une pause. Il n'en trouvera pas. Goldman étudia son profil pendant un long moment, avec une attention qui n'exigeait rien en retour. Tu sais ce qu'il pense, dit Goldman doucement, à propos de la raison pour laquelle tu dirais oui. Elle le savait. Elle l'avait compris dès l'instant où Josh était apparu dans ce couloir avec sa voix grave, presque douce, et son regard attentif. Il pensait qu'elle était une femme qui n'avait plus rien à perdre. Il pensait que la cruauté de sa sœur avait creusé un vide en elle, qu'il pouvait sentir que cette rancœur était une porte et qu'il avait trouvé la clé pour l'ouvrir. Il pensait qu'elle voudrait se venger, qu'elle accepterait ce qu'il lui offrait et appellerait cela la liberté. Il se trompe, dit-elle. Je sais qu'il se trompe. La voix de Goldman était calme et assurée. Je sais qui vous êtes. Elle le regarda alors. Il regardait la ville, pas elle, ce qui était en quelque sorte la raison pour laquelle elle pouvait supporter ses paroles sans broncher. Je vais lui dire d'arrêter, dit-elle directement. La prochaine fois qu'il m'abordera, Goldman acquiesça d'un signe de tête. Bien. Puis, après une pause, je serai là après. Elle ne lui demanda pas ce qu'il voulait dire par là. Elle comprenait. Il serait sur le mur, dans l'obscurité, avec le pain, le fromage dur et le silence qui, au fil des mois, était devenu le seul endroit du palais où elle se reconnaissait pleinement. Elle lui en était discrètement reconnaissante. Elle ne le lui dit pas. Josh la trouva dans la bibliothèque. Elle s'y était rendue 1 heure avant que la maisonnée ne se réveille, la seule heure qui lui appartenait vraiment, lorsque le palais respirait dans le silence particulier d'un lieu qui n'était pas encore envahi par l'agitation de la journée. Elle avait pris une étude tactique dense des campagnes frontalières du Nord, s'était installée sur le siège près de la fenêtre, la pâle lumière du matin illuminant les pages, et pendant cette heure, elle n'était pas une servante. Il entra à 1/4 d'heure après la première cloche. Elle l'entendit avant de le voir. Le poids spécifique de ses pas, la façon dont il se déplaçait dans la pièce comme si elle l'attendait. Elle ne leva pas les yeux de son livre. Il traversa la pièce jusqu'à la fenêtre. Il s'assit sur la chaise en face d'elle. Il ne dit rien pendant un moment. Le genre de silence qui vous pousse à lever les yeux. Elle tourna une page. « Tu as rendu l'épée, dit-il. »« Oui, c'était un cadeau. Je n'accepte pas les cadeaux des hommes mariés. » Elle tourna une autre page. Les mots écrits dessus ne lui faisaient pas d'effet, surtout quand l'homme en question est marié à ma sœur. Une pause. Elle sentait qu'il l'observait avec la patience concentrée d'un homme qui a pris une décision et attend simplement que le monde le rattrape. « Elle a fait de toi un serviteur dans ta propre maison, dit-il. Elle a fait de moi un serviteur dans sa maison. » Estella leva alors les yeux, car il était temps de lever les yeux. Son visage affichait une expression censée ressembler à de l'inquiétude. Y a-t-il une différence? Oui. Elle ferma le livre, le posa sur ses genoux et le regarda avec la même franchise qu'elle avait regardé ses adversaires sur les terrains d'entraînement, autour des tables de négociation et pendant les longs silences des campagnes hivernales. « Que faites-vous, monseigneur? » Il pencha la tête. « Que voulez-vous dire? » « Vous m'avez suivi hors de la salle du trône il y a 3 semaines. Vous avez pris de petites dispositions pour me faciliter la vie. Vous avez laissé une épée dans mes appartements. » Elle garda une voix précise, sans émotion, axée sur les faits. « Que faites-vous? » Il la regarda longuement. Son air inquiet disparut brièvement, remplacé par quelque chose de plus direct. Elle trouva qu'elle préférait cela. L'honnêteté, même mal placée, était plus facile à gérer que le jeu. « Je pense que vous êtes gâché ici, dit-il. Je pense que ce qu'on vous fait subir est injuste, et je pense que tu dois arrêter. » Sa voix était calme et catégorique. « Peu importe ce que tu penses de ce que je veux ou de ce que je pourrais échanger contre une épée et un manteau sec, tu te trompes, dit-il en serrant les mâchoires. « Estella, Lady Crane, dit-elle, ou Stella si tu y tiens, mais pas Stella sur ce ton, seule dans cette pièce, avant que la maisonnée ne se réveille. » Elle soutint son regard.
Je sais ce que tu m'offres. Je sais que la logique veut qu'elle m'ait fait du mal, que je devrais vouloir lui faire du mal en retour, que vous me donnez simplement les moyens de le faire. Je comprends le raisonnement. Elle fit une pause. C'est mal. Pourquoi? Il se pencha légèrement en avant, sans rien laisser transparaître d'autre qu'une curiosité sincère. Donnez-moi une raison qui ne concerne pas elle, parce que je ne suis pas mon ressentiment. Les mots sortirent calmes et clairs, et elle pensait chaque syllabe. Peu importe ce qu'elle m'a pris, je ne vais pas devenir quelqu'un qui recourt à la cruauté pour le récupérer. C'est sa façon d'agir. Ça n'a jamais été la mienne. Silence. Josh se rassit. Quelque chose de fin disparut et quelque chose de désagréablement réel le remplaça. Tu sais, dit-il calmement, c'est exactement pour ça. Elle prit son livre. Bonjour, monseigneur. Il se leva après un moment, traversa la pièce, s'arrêta à la porte. Je n'arrêterai pas, dit-il, non pas comme une menace, mais comme une déclaration de fait, prononcée avec le calme et la certitude d'un homme qui n'a jamais eu à revoir sa conception de ce qui lui est dû. Elle garda les yeux fixés sur la page. Elle entendit la porte se fermer. Elle le raconta à Goldman ce soir-là. La forme, la bibliothèque, les mots, la qualité particulière de la dernière déclaration du roi. Goldman écouta sans l'interrompre, avec la patience nécessaire pour entendre tout ce qu'elle avait à dire avant de répondre. Lorsqu'elle eut terminé, il resta silencieux. Puis il dit qu'il n'arrêterait pas. Il le dit, mais Monique ne le sait pas. Monique ne sait rien de ce qui se passe en dehors de son champ de vision. Estella le dit sans émotion. C'était simplement la vérité. Elle joue à la reine. Elle croit que son mari lui est dévoué, que sa sœur est sous contrôle et que le palais est entièrement organisé à sa satisfaction. Goldman acquiesça lentement. Le vent d'automne soufflait d'entre eux. Au pied du mur, un oiseau nocturne poussa un cri, puis se tut. « Que voulez-vous de moi » demanda-t-il. La même question qu'il avait posée après le blocage des essais bêta. Les mêmes mots. Mais quelque chose dans sa façon de le dire était différent, plus calme, plus prudent. La façon dont on parle d'un sujet fragile qu'on essaye de ne pas perturber. Elle le regarda. Au cours des mois passés assis ensemble sur ce mur, elle avait appris à connaître le visage de Goldman. La façon dont on apprend à connaître un paysage que l'on traverse souvent, la ligne particulière de sa mâchoire, la façon dont il restait immobile lorsqu'il réfléchissait intensément, la différence entre son silence prudent et son silence confortable. Elle savait de quel type de silence il s'agissait. Elle savait aussi qu'elle n'avait pas examiné ce que cela signifiait depuis assez longtemps pour que le fait de ne pas l'examiner commence à ressembler à une réponse en soi. Rien, dit-elle. J'avais juste besoin de le dire à voix haute. Il acquiesça, regarda à nouveau la ville. Tu sais, dit-il après un moment, toutes les personnes présentes dans ce terrain d'entraînement te suivraient si tu leur en donnais l'ordre. Je ne vais pas faire la guerre à ma sœur, je sais. Il lui jeta un regard en coin. Le coin de sa bouche bougea, pas tout à fait d'un sourire, mais presque. J'aime juste te rappeler que tu pourrais le faire. Elle le regarda un instant. Puis, malgré tout, malgré la robe grise, le sol en marbre et la voix de Josh dans la bibliothèque vide, elle rit, doucement, tranquillement, sincèrement, d'un rire qui la surprit elle-même. Goldman semblait tranquillement satisfait, comme quelqu'un qui avait travaillé dans ce but précis. « Va dormir, » lui dit-elle. « Demain soir, » répondit-il en descendant ses jambes du mur. Elle resta assise seule un moment après son départ. La ville en contrebas, les étoiles au-dessus, indifférente et immuable, le vent apportant l'odeur de la pluie du nord. Elle repensa à ce que Josh avait dit. C'est exactement pour ça. Elle réfléchit à la logique de la situation. Un roi qui pouvait avoir n'importe quelle femme dans 4 royaumes, décidant que celle qu'il voulait était celle en robe grise qui portait le thé de sa femme. Elle réfléchit à la nature précise de son désir, au fait qu'il n'avait rien à voir avec elle, mais tout à voir avec ce qu'elle représentait, quelque chose qu'on lui avait dit qu'il ne pouvait pas avoir. Les hommes comme Josh ne remettaient pas en question leur conception de ce qui leur était dû, ce à quoi elle ne s'était pas autorisée à penser. Jusqu'à présent, dans l'obscurité, le vent et le silence qui avaient suivi le rire de Goldman, c'était ce que faisait un homme comme lui lorsqu'il décidait que l'obstacle entre lui et ce qu'il voulait n'était pas la femme elle-même, mais la sœur de la femme. Elle resta immobile. Elle pensa à Monique, inconsciente dans sa soie et sa salle du trône, et à sa gestion prudente des limites du monde, jouant à la reine avec la confiance sereine de quelqu'un qui n'a jamais envisagé que les murs qu'elle construit pourraient ne pas tenir. Elle pensa à la voix de Josh. « Je n'arrêterai pas. » Le froid la parcourut lentement. Elle descendit du mur plus vite que d'habitude.
Elle était à 3 pas de sa porte lorsqu'elle le vit. Une silhouette se glissait hors du passage qui longeait le couloir privé du roi, se déplaçant rapidement, la tête baissée, enveloppée dans une cape de voyage sombre, avançant d'un pas délibéré et lourd, comme quelqu'un qui avait un endroit où aller et toutes les raisons de ne pas être vu en chemin. Elle reconnut la cape avant toute autre chose, en cèdre, lourd, sombre, la cape qu'elle avait pliée et laissée devant le bureau du roi sans laisser de mots. La silhouette avait disparu avant qu'elle n'ait pu bouger, engloutie par le passage des domestiques, par l'obscurité. Mais dans la demi-seconde où la lumière de la torche les avait éclairés avant que l'ombre ne les engloutisse, elle en avait vu assez. Ce n'était pas l'un des serviteurs de Josh, ni un garde du palais, mais un étranger, quelqu'un qui n'avait aucune raison d'être dans ce palais, dans ce passage à cette heure-là, et toutes les raisons de ne pas être vu. Estella resta dans le couloir et sentit le froid qui avait commencé à se propager sur le mur l'envahir complètement. Elle repensa à la voix de Josh. « Je n'arrêterai pas. » Elle repensa à Monique, endormie 3 étages plus haut, les rideaux tirés, la couronne sur son socle. Aucun des murs qu'elle avait érigés ne la préparait à ce qu'Estella commençait à comprendre était déjà en marche. Elle fit demi-tour et repartit par où elle était venue. Elle n'allait pas dormir cette nuit. Un homme qui ne pouvait pas avoir ce qu'il voulait avait commencé à calculer comment éliminer ce qui se dressait entre lui et son objectif. L'obstacle avait un nom. L'obstacle était la reine. Elle ne dormait pas. Elle était assise sur le bord de son lit étroit dans l'obscurité, le dos appuyé contre le mur de pierre froid et les pieds nus sur le sol, et elle réfléchissait. Pas la réflexion circulaire et épuisante d'une personne prise dans le chagrin ou l'anxiété, mais la réflexion claire et linéaire d'un guerrier construisant une image à partir des pièces disponibles. L'étranger dans le manteau de Josh, le passage des domestiques qui reliait le couloir privé du roi, un passage qui n'avait aucune raison légitime d'être utilisé après la 2e cloche par qui que ce soit, encore moins par un étranger, se déplaçant à cette vitesse précise, dans la direction où il se dirigeait, vers les étages résidentiels, vers les appartements de la reine. Elle repensa à la voix de Josh dans la bibliothèque. « Je ne m'arrêterai pas. » Elle repensa à la façon dont il l'avait dit, sans colère, sans désespoir, avec le calme particulier d'un homme annonçant un fait concernant la météo, un homme qui avait déjà pris une décision et qui en informait simplement l'Assemblée. Elle réfléchit à ce que signifiait être un roi qui voulait quelque chose qu'il ne pouvait obtenir par la persuasion. Elle réfléchit à ce qui attendait d'un homme comme lui. À la 3e sonnerie, elle avait sa réponse. À la 4e, elle était en mouvement. Le passage des domestiques était étroit et sombre, éclairé par une seule torche à chaque tournant. Estella s'y déplaçait sans lumière, ses pieds nus silencieux sur la pierre, son corps bas et prudent, avec cette façon particulière de se déplacer qu'elle avait apprise lors des campagnes hivernales, où le silence faisait la différence entre une embuscade et la découverte. Elle n'avait pas d'épée. Elle n'avait pas eu d'épée depuis 8 mois. Elle avait ses mains. Elle avait son entraînement. Elle avait 5 ans d'expérience sur le terrain qui vivait dans ses muscles, que Monique ait jugé cela gênant ou non. Elle emprunta le passage jusqu'à la 2e jonction, puis s'arrêta pour écouter. Le palais respirait autour d'elle, avec le craquement lointain du vieux bois, le murmure du vent à travers les hautes fenêtres, la note grave particulière d'un bâtiment qui se dressait depuis 300 ans et qui avait appris pendant tout ce temps le son de son propre silence, et en dessous, à peine perceptible, le genre de son que seul pouvait percevoir celui qui avait passé des années à entraîner son ouïe à le trouver. 2 séries de pas, mesurés, contrôlés, immobiles pour l'instant, dans l'attente. Ils étaient déjà en position. Elle se mit en mouvement. Le passage débouchait sur l'antichambre située sous l'étage de la reine par un escalier étroit. Elle le gravit rapidement, 2 marches à la fois, la paume de la main sur le mur pour se guider, et déboucha dans l'antichambre, déjà en train d'analyser l'espace. 2 hommes, exactement comme elle l'avait calculé. Uniforme du palais, brodé d'argent, parfaitement ajusté, porté par des hommes qui ne l'avaient pas mérité. Elle pouvait le voir à leur façon de se tenir, qui n'était pas la posture relâchée et habituelle des gardes qui portaient cet uniforme depuis des années. C'était la posture prudente, légèrement trop corrigée, d'hommes portant un costume. Le premier la remarqua une demi-seconde avant qu'elle ne l'atteigne. Cette demi-seconde fut son erreur et son avantage. Elle enfonça son coude dans l'articulation de sa mâchoire avec une force qui lui fit claquer les dents et le fit tomber sur le côté contre le mur. Elle attrapa son bras armé de l'épée dans sa chute, le tordit, sentit les articulations résister, puis céder,
et lui arracha la lame des mains avant qu'il n'ait fini de tomber. Le deuxième homme était plus rapide. Il était vraiment entraîné. Elle lui accordait cela. Il s'élança vers elle avec une fente basse, visant à passer sous sa garde, et il aurait peut-être réussi une fois contre un adversaire différent. Elle esquiva, retourna son élan contre lui en redirigeant son poignet, et abattit le pommeau de la lame volée sur la base de son crâne avec la force calibrée avec précision de quelqu'un qui avait besoin qu'il reste conscient, mais à l'horizontale. Il tomba lourdement. L'antichambre était silencieuse. Estella se tenait entre les deux corps, respirant régulièrement, l'épée volée chaude dans sa main. Elle regarda ses mains, les mêmes mains rugueuses qui avaient porté un plateau d'argent dans une salle de réception, tandis que les hommes qui avaient combattu à ses côtés ne savaient pas où poser leur regard. Elle regarda la lame, elle regarda les hommes allongés sur le sol, elle s'accroupit à côté du premier et le fouilla méthodiquement. À l'intérieur de la doublure de son col, plié avec la précision de doigts prudents et délibérés, se trouvait un carré de papier ciré foncé. Elle l'ouvrit. Une ligne écrite d'une main qu'elle avait vue sur des documents et des décrets, et dans la correspondance officielle qu'elle avait montée 2 étages pendant 8 mois. Retirez la reine, le sceau du roi, une fois terminé. Le sceau était imprimé dans le coin. La tête de loup, les 2 couronnes de laurier, la couronne. Josh, un son quitta sa bouche, qui n'était ni tout à fait un souffle, ni tout à fait un mot. Elle tint la note dans ses mains fermes et sentit le froid la parcourir. Ce n'était pas de la surprise car elle s'était préparée à cela toute la nuit, mais une confirmation qui était d'une certaine manière plus lourde. La surprise, on pouvait refuser d'y croire. La confirmation s'installa dans sa poitrine et y resta. Elle regarda l'homme toujours conscient sur le sol, qui la regardait avec le regard vitreux et recalibré de quelqu'un dont le monde venait de se réorganiser entièrement. « Vous allez rester en vie, » lui dit-elle doucement. « Tous les deux, car j'ai besoin d'un témoin. » Elle appuya la pointe de l'épée contre la pierre à côté de sa gorge, sans la toucher. « Présente. » Il comprit. Goldman arriva quelques minutes après qu'elle l'eut appelé, ce qui signifiait qu'il n'avait pas dormi non plus. Il apparut à la porte de l'antichambre, encore en train d'enfiler sa veste de patrouille. Il jeta un coup d'œil aux 2 hommes sur le sol, à l'épée dans sa main et à la note dans l'autre, et ne dit rien. Il traversa la pièce, lut la note par-dessus son épaule et resta immobile, d'une manière qui, elle le comprenait, signifiait qu'il retenait quelque chose avec beaucoup d'effort. « Dites-moi ce dont vous avez besoin, » dit-il. « J'ai besoin que vous gardiez ces 2-là jusqu'au matin. L'un d'eux va témoigner devant le conseil. » Elle brandit la note. « Je veux que cela soit conservé et que le conseil se réunisse à l'aube. Le conseil répond au roi. Le conseil répond à la loi. Josh m'a donné les raisons de l'y contraindre. » Elle croisa son regard. « M'aiderez-vous? » Il la regarda longuement, avec l'air d'un homme qui confirme quelque chose qu'il sait déjà. « Je préparerai la salle du conseil avant l'aube, » dit-il. Elle se rendit elle-même dans la chambre de Monique. Elle resta un moment devant la porte, écoutant le silence de l'autre côté. Le silence d'une femme qui dormait sans savoir ce qui venait de se passer, à 2 mètres de l'endroit où elle était allongée, sans savoir ce que son mari avait ordonné, ni ce que sa sœur venait d'empêcher. Estella frappa. Il fallut 3 coups avant qu'elle n'entende du mouvement. Puis la voix de Monique, encore embrumée de sommeil et aiguë de mécontentement. « Au nom des dieux, qu'y a-t-il? » « C'est Estella. » Une pause. « Tu dois te lever maintenant. » La salle du conseil à l'aube était froide et calme, la longue table éclairée par des candélabres à chaque extrémité, les murs de pierre conservant le silence particulier d'une pièce qui comprenait sa propre importance. 8 membres du conseil, plus ou moins pressés dans leur tenue. Parmi eux, le commandant Faki, arrivé tout habillé, la mâchoire serrée, les yeux fixés sur la porte. Monique était là, pâle, sans être préparée, les cheveux détachés, sa robe serrée à la gorge, mais le dos droit et l'expression maîtrisée. Car quoi qu'elle fût d'autre, elle n'avait jamais, de toute sa vie, laissé une pièce voir sa peur. Josh arriva le dernier. Il entra avec ses gardes personnels et l'assurance tranquille d'un homme convoqué pour une contrariété plutôt que pour un jugement. Il regarda le conseil, il regarda Monique, il regarda Estella, debout sur le côté dans sa robe grise, la note à la main et l'épée appuyée contre le mur à côté d'elle. Quelque chose passa sur son visage, rapide, contenu. « Qu'est-ce que c'est que ça? » dit-il. Estella s'avança. Pendant le trajet entre l'antichambre et cette pièce, elle avait réfléchi à ce qu'elle allait ressentir. Elle s'attendait à de la tristesse, peut-être pour la vie de sa sœur qui allait changer irrévocablement, ou à de la colère enfin libérée, après 8 mois à chercher sa forme et sa direction.
Mais elle ne ressentit ni l'un ni l'autre. Ce qu'elle ressentit, c'était de la clarté. La même clarté qu'elle avait toujours ressentie sur le terrain lorsque la situation était dangereuse, que le chemin était clair et qu'il ne restait plus qu'à le suivre correctement. Elle posa la note sur la table devant le conseil. La nuit dernière, 2 hommes ont été appréhendés dans l'antichambre située sous l'étage privé de la reine. Ils portaient l'uniforme du palais. Ils étaient armés. Elle garda une voix calme et prononça des mots précis. Cette note a été trouvée sur la personne du plus âgé des 2 hommes. Le conseil pourra observer le sceau dans le coin. Le silence s'est installé autour de la table comme quelque chose de physique. Faki a pris la note et l'a lue. Son visage est resté impassible. Il l'a passée à l'homme à côté de lui. Elle a fait le tour de la table. Josh l'a regardé passer. Son expression était devenue prudente, celle d'un homme calculant les distances. « C'est un faux », a-t-il dit. Sa voix était mesurée, raisonnable. N'importe qui aurait pu produire ce sceau. « Le sceau est authentique », dit Estella. Le responsable des documents du conseil peut le confirmer dans l'heure qui suit, et l'homme qui le transportait est vivant et en détention. Il a accepté de témoigner. Une pause. De plus, elle ne regardait pas Josh. Elle regardait le conseil, chaque visage tour à tour, avec le regard fixe et délibéré d'une femme qui a été invisible pendant 8 mois et qui a l'intention d'être vue maintenant. Je vais témoigner au sujet d'un comportement qui a précédé la nuit dernière. Au cours des dernières semaines, le roi Alpha m'a fait des avances privées à plusieurs reprises. Il a clairement exprimé son intention de destituer la reine et de me nommer à sa place. Elle fit une pause. Lorsque j'ai refusé, il m'a informé qu'il n'arrêterait pas. La salle était plongée dans un silence absolu. Monique n'avait pas bougé. Elle était assise, les mains à plat sur la table, le visage très pâle, les yeux fixés quelque part entre Estella et le mur, comme si elle regardait quelque chose sans surface. « Ce sont des accusations graves », a déclaré Lord Harwick, le membre le plus ancien du conseil. Il a regardé Josh. « Monseigneur, les contestez-vous » Les yeux de Josh se posèrent sur Estella. Quelque chose en eux avait changé le calcul encore présent. Mais sous cela, quelque chose rugissait, la première chose véritablement sans défense qu'elle avait vue sur son visage depuis la bibliothèque. « Elle ment », dit-il. « Elle en veut à ma femme. Elle dirait n'importe quoi à l'homme en détention qui a fait une déclaration écrite. » Goldman s'avança depuis le fond de la pièce. Il posa un document plié sur la table à côté de la note. Il nomma son employeur, ses instructions, la somme qu'il avait reçue et le trésor public dont elle provenait. Une pause. Il se montrait très coopératif. Josh regarda Goldman, puis Estella. Le calcul dans ses yeux ne vacilla pas, mais quelque chose autour commençait à céder, comme lorsque les fondations bougent et que les structures architecturales s'effondrent. « Monsieur, dit Harwick à voix basse, je pense qu'il serait préférable que vos gardes attendent dehors. » Il fallut attendre midi. Le responsable des documents du conseil confirma dans l'heure que le sceau était authentique et irréfutable. L'homme en détention fit sa déposition devant 3 membres seniors et ne s'écarta pas d'un seul mot de sa déclaration écrite. 2 membres du conseil produisirent des registres du trésor qui correspondaient exactement aux documents de Goldman. Josh argumenta pendant 2 heures. Il était doué pour cela, éloquent, maître de lui, construisant des explications alternatives avec l'aisance d'un homme habitué à se faire croire. Mais la salle avait le sceau, la salle avait le témoignage, la salle avait Estella, qui répondait à chaque contre-argument avec le même calme plat et précis qu'elle avait autrefois utilisé dans les débriefings sur le terrain, et qui n'éleva pas la voix une seule fois, et qui ne broncha pas. À midi, Lord Harwick demanda la décision du conseil. Elle fut unanime. Le roi Alpha Josh fut démis de son titre et de son siège, avec effet immédiat, dans l'attente d'une procédure formelle. Sa garde personnelle fut relevée. Sa correspondance privée fut scellée pour être examinée. Il fut escorté hors de la salle par 2 hommes du commandant Faki. Il ne regarda pas Estella en passant. Il regarda Monique, et ce que fit Monique, le menton levé, les yeux secs, l'expression posée et délibérément dénuée de tout sentiment identifiable, fut la manifestation la plus pure d'elle-même qu'il ait jamais vue. La salle se vida lentement. Goldman parla à Faki à voix basse près de la porte. Faki saisit fermement l'épaule de Goldman, puis croisa le regard d'Estella à travers la pièce. Il soutint son regard pendant un instant, puis hocha la tête. Comme un homme hoche la tête lorsque les mots ne suffisent pas et qu'il le sait, elle hocha la tête en retour lorsque la pièce ne contenait plus que les 2 sœurs. Monique ne bougea pas de sa chaise. Estella ne se dirigea pas vers elle. Elle se tenait de l'autre côté de la longue table, dans sa robe grise, l'épée appuyée contre le mur, et laissa le silence entre elles prendre tout son poids.
Le poids de 3 années passées à être rabaissé, contrôlé et diminué par un dessein minutieux et délibéré. Le poids du favoritisme d'une mère et des attentes immuables d'un père, et de 2 filles dans une maison dans les collines qui avaient fait des choix différents et n'avaient jamais appris à mettre des mots sur cette distance. C'est Monique qui parla la première. Tu aurais pu laisser faire, dit-elle sans accusation, quelque chose qu'elle était en train d'élaborer en temps réel, retournant comme un objet d'inconnu. Oui, dit Estella. Cela aurait résolu ton problème. Oui, alors pourquoi? Estella y réfléchit. La robe grise, le plateau d'argent et le visage de Faki dans le hall d'accueil. L'épée emportée par les mains d'un étranger. 8 mois passés à être rabaissée par quelqu'un qui craignait ce qu'elle était. Parce qu'elle était toujours ma sœur, dit-elle. Même après tout ce qui s'était passé, elle l'était toujours. Monique resta silencieuse pendant un long moment. Lorsqu'elle leva les yeux, ceux-ci étaient secs. Monique ne pleurait pas dans les pièces, Estella le savait depuis son enfance, mais son visage, dépouillé de toute expression, reflétait quelque chose qu'Estella n'avait pas vu depuis des années. Quelque chose qui se rapprochait davantage de la fille qui venait dans sa chambre pendant les orages. « J'avais peur de toi, » dit Monique, non pas comme une excuse, mais comme un fait. « Je sais qu'il t'aimait pour des choses que je ne pourrais jamais être. » Sa voix était prudente et lui coûtait quelque chose qu'Estella pouvait clairement voir. Je ne pouvais pas rivaliser avec toi dans les domaines qui comptaient pour toi. Alors, j'ai rivalisé de la seule manière que je pouvais, en te privant de ce qui comptait pour moi. Oui, une longue pause. C'était mal. Les mots tombèrent sans fioriture. Ce que je t'ai fait était mal. La position bêta, l'épée. Te faire porter mon thé devant des hommes qui avaient combattu à tes côtés. Sa mâchoire bougea. Je le savais et je l'ai fait quand même parce que j'étais assez petite pour le faire. Estella resta là un moment. La colère était là, claire et silencieuse, celle qui l'avait maintenue debout pendant 8 mois de laine grise et d'eau de lessive. Mais la colère et la vérité pouvaient coexister dans la même pièce. Elle l'avait appris sur le terrain. « Je sais pourquoi tu l'as fait, » dit-elle. « Cela ne rend pas cela acceptable. Mais je sais pourquoi. » Monique acquiesça. Elle regarda la table. « Je parlerai au conseil, » dit-elle doucement. « De ta commission, de ton grade, de tout ce qui t'a été enlevé. » Elle fit une pause. « Je me retirerai de la vie publique. Une couronne ne va pas aussi bien quand on ne l'a portée que pour empêcher quelqu'un d'autre de l'avoir. »« Je suis désolé, » dit Monique, les 3 mots les plus simples qu'elle ait peut-être jamais prononcés. Pour tout cela, pour toutes ces années. Estella se tenait dans sa salle froide et silencieuse, baignée par la lumière pâle et nouvelle du matin, qui pénétrait par les hautes fenêtres. Et elle laissa les mots s'imprégner dans cet espace où 8 mois d'endurance prudente avaient pris racine. « Je te tiendrai responsable devant le conseil, » dit-elle, et devant la commission. Ce n'était pas tout à fait du pardon. Pas encore. Le pardon n'était pas une porte que l'on ouvrait une fois dans une salle de conseil froide à midi. C'était quelque chose qui se construisait au fil du temps, pierre par pierre, avec des actions plutôt qu'avec des mots. Mais c'était un début. Monique se leva, redressa sa robe et sortit de la salle, le dos droit et la tête haute, comme elle avait toujours su le faire lorsqu'elle quittait une pièce. Estella la regarda partir. Goldman attendait dans le couloir, sans s'agiter, simplement là, appuyé contre le mur de pierre, en face de la porte de la salle, les bras croisés et l'expression prudente et contrôlée qu'il avait lorsqu'il retenait beaucoup de choses. Elle s'arrêta devant lui. La lumière du matin pénétrait par la fenêtre du couloir et se posait sur le sol en pierre entre eux, d'un or pâle et constant. « C'est fait, » dit-elle. « Je sais. » Il scruta son visage. « Comment vas-tu? » Elle y réfléchit honnêtement. L'épée dans sa main, la note sur la table, la voix de Monique disant « J'avais peur de toi ». Faki hochant la tête à travers une pièce vide. La commission bêta qui porterait enfin son nom. Je crois qu'elle a dit lentement que j'allais avoir besoin d'un endroit où m'asseoir. Goldman se décolla du mur. « Je connais un mur, » dit-il. Elle le regarda. Quelque chose bougea entre eux dans le couloir silencieux. Quelque chose qui s'était construit sur un parapet au-dessus du terrain d'entraînement au fil des mois, à force de pain, de fromage dur et de silence honnête. Quelque chose qu'elle avait longtemps évité d'examiner, parce qu'il y avait des choses qu'elle ne pouvait pas se permettre et que Goldman était en tête de cette liste. La liste était plus courte maintenant. « Goldman, » dit-elle. « Oui, j'ai quelque chose à dire et j'aimerais le dire avant de perdre mon courage, ce qui ne tardera pas à arriver, mais qui est en train de se produire brièvement. » Le coin de sa bouche bougea. « Très bien, tu es resté, » dit-elle. « Chaque nuit, tu es resté sur ce mur, quand la commission bêta a été bloquée.
quand Josh était à la bibliothèque, quand j'avais besoin de dire les choses à voix haute pour qu'elles cessent de peser sur ma poitrine. Tu es resté et tu n'as rien demandé en retour. Tu n'as pas traité ma situation comme une blessure qui nécessitait d'être manipulée avec précaution. Tu m'as traité comme si j'étais exactement qui je suis. Et je ne sais pas comment te dire ce que cela a signifié, sauf que je pense que tu es peut-être la seule raison pour laquelle je ne me suis pas me perdre complètement dans cette robe grise. Goldman était très calme. J'en ai fini de ne pas examiner les choses, dit-elle. Il la regarda longuement dans la pâle lumière du matin, alors que la ville commençait à s'éveiller autour d'eux et que le terrain d'entraînement faisait entendre son rythme familier à travers les murs. J'ai attendu, dit-il. Tu as attendu très longtemps avant de dire quelque chose comme ça. Combien de temps? Depuis la 3e nuit sur le mur. Sa voix était calme. Quand tu as dit ça avec une pièce de cuivre et que tu en as ri, même si rien n'était drôle, je me suis dit, la voilà, c'est elle, sous tout ça. Il fit une pause. Je t'ai regardé te tenir debout dans cette robe grise pendant 8 mois, et chaque jour j'ai pensé la même chose. Quelle chose? Que le palais ne te mérite pas, que la robe grise ne te mérite pas, ses yeux fixaient les siens, que j'espérais qu'une fois que ce serait fini, tu choisirais quelqu'un qui te mériterait. La lumière du matin se posait entre eux, stable et sans hâte. Goldman, dit-elle, oui, je te choisis. Il franchit la distance qui les séparait, et elle le laissa faire, ce qui était en soi une nouveauté, une chose qui ne lui était pas accessible quand elle était plus petite, quand elle était dirigée, quand elle était les femmes en robe grise portant des plateaux en argent. Il la serra contre lui, elle appuya son front contre sa mâchoire et ressentit, pour la première fois en 8 mois, le soulagement rare et particulier de poser quelque chose de très lourd. Ils restèrent ainsi dans le couloir pendant un moment, la ville s'éveillant à l'extérieur et le terrain d'entraînement, les appelant en bas, et la longue saison grise et morose de sa vie enfin irrévocablement derrière elle. 3 semaines plus tard, Estella Crane se tenait sur le terrain d'entraînement, vêtue de vert foncé. Ce n'était pas l'uniforme d'apparat qu'elle avait porté au mariage de sa sœur, élégant et formel. C'était sa veste de patrouille, en cuir vieilli, usé au coude, qui sentait le travail sur le terrain et les campagnes hivernales, et 5 années passées à être exactement qui elle était. Le commandant Faki la lui avait rendue le lendemain du conseil avec son insigne de grade et une poignée de main qui avait duré plus longtemps que nécessaire et qui en disait long. La cour était pleine. La nouvelle s'était répandue comme les nouvelles se répandent dans un palais, discrètement, complètement et partout à la fois. Les guerrières qui l'avaient vue traverser la salle de réception en laine grise la regardaient maintenant traverser la cour d'entraînement en vert foncé, et la qualité de leur regard était tout à fait différente. Elle s'arrêta au centre de la cour. Elle repensa à la vieille épine dans le chambre lointain, un mardi après-midi, moi corrigeant sa prise avec la patience de quelqu'un qui reconnaît une chose qui mérite d'être reconnue. Elle repensa à Goldman, au bord de la cour, qui la regardait avec la satisfaction tranquille d'un homme dont la foi avait enfin été complètement justifiée. Elle repensa à Monique, qui était allée au conseil comme elle l'avait promis, et avait commencé le travail lent et peu glamour de réparer ce qui avait été mal fait, ce qui était plus difficile que de porter une couronne et exigeait un autre type de courage. Le commandant Faki s'avança. Il lui tendit la commission Beta, le dossier en cuir dont elle avait entendu parler dans une salle du conseil 1 an auparavant et qu'elle avait cessé de désirer. Elle le prit d'une main ferme. « Bienvenue, dit Faki. » Elle ouvrit la bouche pour répondre. La voix d'Estella Goldman retentit depuis le bord de la cour. Elle le regarda. Il tenait quelque chose en l'air, petit, sombre, familier. La carte provenant du tissu enveloppé. 4 mots écrits de la main de Josh. « Tu devrais avoir ça. » Il riait. Elle riait déjà. Autour de la cour, les guerriers échangeaient des regards perplexes, comme ceux qui ont manqué le contexte, mais sont heureux de la chaleur ambiante. Elle serra la main de Faki. Elle prit sa place. La cour d'entraînement retrouva son rythme autour d'elle. Le claquement des lames d'entraînement, les instructions criées, le son particulier des corps en mouvement, travaillant, devenant quelque chose. Elle était exactement là où elle avait toujours été destinée à être. Elle était exactement celle qu'elle avait toujours été. Personne ne la ferait plus jamais porter une robe grise. Si cette histoire vous a touché, si le combat d'Estella vous a semblé familier, si la patience de Goldman vous a donné l'impression d'être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, ou si vous aviez simplement besoin de voir quelqu'un refuser d'être rabaissé, alors vous êtes exactement la personne à qui s'adresse cette chaîne. Abonnez-vous pour ne manquer aucune histoire.
De nouveaux livres audio sont publiés chaque semaine et il y a beaucoup d'autres femmes dans des robes qui ne leur vont pas, qui attendent de retrouver leur voix. Laissez un commentaire. Dites-moi quel moment vous a marqué. Je lis chacun d'entre eux. À bientôt dans la prochaine histoire.